Bonjour, je suis le docteur Joël Dehaze, vétérinaire comportementaliste, spécialiste européen. Et le sujet de ce webinaire est les psychotropes en médecine comportementale du chien, mais pas tous les psychotropes qui ont un effet épigénétique. La question qui se pose en comportement, est-ce qu'on peut guérir les problèmes de comportement, les troubles du comportement, est-ce qu'on peut juste les gérer? Et la réponse c'est qu'on peut seulement les gérer. Comme ce petit lévrier italien qui tourne sur lui-même, là dans la vidéo, qui tourne sur lui-même 4-5 heures par jour, il tourne sur lui-même, il essaie de capturer la queue, quand même, même au repos, je dirais, il va essayer de capturer la queue, donc il y a différents patrons moteurs de tournis et de capture. Capture, ça vient d'un comportement de chasse, le tournis non, ça vient dans d'autres séquences de comportement. Et donc il fait ça de façon répétitive, et théoriquement un trouble obsessionnel compulsif comme ça ne se guérit jamais. Ça se gère, on peut le réduire de 4 heures à 5 heures, on peut le réduire à un quart d'heure, une demi-heure par jour, mais généralement on ne le guérit jamais. Or ce chien a guéri. Et j'ai eu un autre petit chien berger allemand, dans la même semaine où j'ai vu ce petit lévrier italien, et il a aussi guéri avec le même trouble de tournis. Il a également guéri avec un médicament expérimental à l'époque qui était l'acétylgéline. Donc normalement on ne peut pas guérir, sauf exception. Donc s'il y a des cas de guérison, pourquoi? Comment c'est possible de modifier une guérison, de modifier en fait un patron moteur, une séquence et la durée d'un patron moteur, de façon, la pathologie de ce patron moteur, tout en gardant le patron moteur de façon physiologique. Donc si c'est possible, c'est qu'on modifie quelque part les connexions neuronales, le connectome. Et si on modifie le connectome, c'est qu'on modifie les neurones, ou l'expression des neurones, ou la synaptogenèse, ou l'expression de ces neurones. Et si on fait ça, c'est qu'on modifie quelque part les enzymes ou les neurotransmetteurs ou les récepteurs de neurotransmetteurs, et donc on modifie l'expression génétique. C'est ça l'épigénétique, c'est modification de la lecture des gènes. C'est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes qui modifient de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique. C'est-à-dire on ne change pas l'ADN, mais on en change la lecture, ce qui permet, c'est ce qui permet d'ailleurs le développement des tissus à partir des cellules souches, c'est ce qui permet, c'est l'épigénétique qui permet d'avoir des neurones plutôt que d'avoir des cellules de foie. On se pose toujours la question, mais moi je me pose toujours la question de savoir pourquoi on n'a pas des cellules de foie dans la tête et des neurones dans le foie. Mais c'est parce qu'il y a une épigénétique et un plan d'organisation, un plan aussi de l'épigénétique, de blocage des gènes et la découverte de l'ouverture d'autres gènes pour faire en sorte qu'il y ait une spécialisation cellulaire dans certaines zones corporelles et pas dans d'autres. Une fois que ces gènes sont modifiés dans leur lecture, eh bien, ça va entraîner une modification. Alors, modification de lecture peut être transitoire ou peut être à long terme. Modification transitoire, elle se fait avec toutes les hormones. La plupart des hormones ont des récepteurs sur l'ADN, sur le promoteur des gènes, et vont modifier la lecture des gènes. Et ça, c'est effet transitoire, ça dure quelques secondes. Mais il y a aussi des modifications à long terme avec méthylation, acétylation des promoteurs de gènes ou des histones. Qui emballent tout l'ADN. Et donc là, on peut avoir des blocages, notamment avec la méthylation, des blocages qui peuvent être à long terme. Si on fait ces blocages à des moments très particuliers de développement du chien, on peut avoir des blocages qui restent à vie, ou des déblocages qui restent à vie. Donc si on a une modification de la lecture des gènes, on va avoir une modification de la fonction des cellules, donc ici des neurones, on va avoir une modification du connectome, et le connectome s'organisant pour former des algorithmes qui sont les patrons moteurs, les émotions, les humeurs, on va avoir modification de ces algorithmes. Le cerveau, on a besoin de 70% de son cerveau pour chaque fonction, chaque pensée, chaque mot, chaque phrase, chaque émotion. Il y a toujours à peu près 70% des neurones qui sont en activation. Et ceci, c'est ce que je vous montre ici, c'est une image de tomoscintigraphie par émission monophotonique gamma. En fait, on appelle ça du SPECT. C'est donc une image de cerveau humain, une image de la vascularisation, de la fonction
vasculaire, de l'oxygénation des différentes parties du cerveau, avec un cerveau normal. Ça, c'est l'image normale. Ici, à droite du cerveau normal, on a un cerveau qui commence à vieillir. On voit qu'il y a des zones qui fonctionnent moins bien. Ça veut dire qu'il y a plein de neurones qui seront non fonctionnels, soit qui ont disparu. On arrive déjà ici à peu près à 70% du cerveau qui reste fonctionnel, donc ça peut encore fonctionner correctement. Ici, dans un cerveau maladie d'Alzheimer, on a beaucoup moins que 70% du cerveau qui fonctionne, ce qui va altérer énormément de fonctions comportementales et surtout les fonctions cognitives, les fonctions émotionnelles, les fonctions de mémoire. Dans le cerveau du bas, ici, vous avez un trou suite à un choc sur la tête qui s'est répercuté au niveau du cerveau, donc un choc sur le cerveau en quelque sorte, avec une diminution de vascularisation et donc de fonction de cette zone du cerveau. Ça va entraîner bien sûr des problèmes de comportement. Ici, le cerveau est hyperactif, c'est une autre forme d'image avec un cerveau qui montre qu'il est survolté. Il y a de nombreux neurones qui sont comme survoltés. Et la dernière image, à droite, c'est un cerveau qui manque d'activité. C'est comme s'il y avait plein de trous dans le cerveau. À voir le cerveau au niveau anatomique et histologique, on ne verra pas de trous dans le cerveau, c'est juste au niveau de la vascularisation et l'oxygénation de ces zones cérébrales. C'est juste pour vous dire que la fonction dépend de la forme du cerveau et qu'un cerveau Alzheimer ou un cerveau normal n'auront pas la même fonction, n'auront pas les mêmes algorithmes, n'auront pas les mêmes capacités d'adaptation à différents environnements. Donc l'hypothèse actuelle, c'est que les différents patromoteurs, les différentes fonctions, les fonctions cognitives et même la conscience est liée à des algorithmes cérébraux, liés à des structures cérébrales, liées à des connectomes particuliers. Donc si on arrive à modifier ce connectome, et on arrive à modifier la génétique qui a une influence sur le connectome, et donc le connectome qui a probablement une cause au niveau de la génétique. Les molécules à effet épigénétique, donc toutes les hormones font de la transcription génique, les hormones thyroïdiennes. Quelles sont les molécules à effet épigénétique ? Eh bien, les hormones ont un effet par transcription génique. Les hormones ont un récepteur sur le promoteur des gènes. Elles vont entraîner un déblocage ou un blocage de certains gènes. Quand de déblocage, elles permettent la lecture du gène, la production de protéines spécifiques qui vont donner l'effet qu'on attribue à ces hormones. Donc ces hormones à transcription génique, c'est l'hormone thyroïdienne, la T3, la lyothyronine, les stéroïdes sexuels, les autres corticostéroïdes, le cortisol. Certains médicaments, les médicaments psychotropes, ont un effet sur l'épigénétique. La sérotonine, oui, mais comment ? On va essayer de voir comment. Est-ce que les inhibiteurs de recaptage de la sérotonine ont un effet épigénétique ? Oui, aussi. Est-ce que l'environnement a aussi un effet épigénétique ? Et ça, on sait maintenant que le microbiote influencé par la nutrition, mais le microbiote lui-même régule tous les phénomènes inflammatoires et les phénomènes par transcription génique. Des effets environnementaux tels que la maltraitance infantile a des effets, et on a déterminé, il y a plusieurs expériences qui démontrent que la maltraitance infantile chez la souris, chez les humains, active ou bloque en fait bloque l'ouverture du gène qui va coder pour le récepteur du cortisol dans l'hypothalamus. Ce qui fait que, suite à maltraitance infantile, ce récepteur au cortisol ne s'installe pas dans l'hypothalamus et donc il n'y a plus de régulation de la production de cortisol, ce qui entraîne une hypercortisolémie et toutes les influences de l'excès de cortisol dans le sang, donc toutes les maladies du stress, diabète et autres. Dans toutes ces molécules, je vais commencer par la sélégiline, puisque c'est elle qui m'a donné les premiers indices qu'il y avait des effets épigénétiques, des effets de guérison. Donc la sélégiline, elle a des effets neuronaux. On sait par son effet inhibition de la monoaminoxydase de type B, mais aussi chez les humains, monoaminoxydase de type A, il y a une inhibition. Ça, c'est un cerveau, sur la première image, un cerveau avant sélégiline et un cerveau après sélégiline. Et on essaye de voir juste, on a mis en fluorescence la monoaminoxydase de type A. Donc on a bien une diminution de la quantité de monoaminoxydase de type A. Et donc ça, c'est avec la sélégiline en transdermique chez les humains. La sélégiline aussi active les facteurs neurotrophiques, les différents facteurs de croissance au niveau cérebral, tels que le BDNF, le Brain Drive Neurotrophic Factor,
mais les facteurs de croissance gliaux, le FGF2, le IGF, le Insulin-like growth factor, tous ces facteurs sont activés par la sélégiline. Elle a aussi un effet antioxydant direct et par l'intermédiaire de la SOD, la superoxydismutase, et par l'intermédiaire des catalases. Donc tout ça est démontré que les effets neurotropes de la sélégiline sont colossaux. Ces effets épigénétiques. Première chose que l'on va voir sur la première image, c'est en vert se retrouvent toutes les cellules, les neurones matures, en orange les neurones qui sont immatures, les cellules souches, prédisposées à devenir des neurones. Et la sélégiline, permet d'activer la transformation des cellules souches en neurones. Donc ça, c'est un effet qui ne dépend pas de l'effet inhibition de la monoaminoxydase de type B. Ce sont des effets qui sont des effets épigénétiques. La sélégiline, on le voit ici, l'administration de sélégiline augmente la maturation des neurones, alors qu'il ne joue pas d'effet sur les cellules gliales ou sur les autres cellules cérébrales. La sélégiline active l'adhésion entre les différentes cellules, entre les neurones, donc elle joue sur toutes les synapses. Alors, au niveau, la sélégiline a un effet sur neuroprotecteur et anti-apoptotique. L'apoptose, c'est la mort des neurones. Donc, c'est un effet anti-mort des neurones. Et cet effet vient par le maintien de l'intégrité des mitochondries par un programme de transcription complexe. Alors je vous montre ce dessin, je vous l'ai récupéré, je ne vais pas vous l'expliquer, simplement je vais vous dire que la mitochondrie se retrouve à droite et que c'est au niveau de la membrane des mitochondries que la sélégiline va jouer sur ces différents facteurs qui sont les facteurs BAX et les facteurs BCL2. Je vous laisse ça, si vous voulez, vous faites un arrêt sur image si vous voulez analyser cette image. Mais ça, voilà, vous allez voir dans l'article scientifique l'explication en détail que je ne vous donnerai pas parce que je ne l'ai pas moi-même comprise complètement. Donc, je vous dis, la sélégiline sauve les mitochondries, et les mitochondries, c'est les usines énergétiques de la cellule. Donc, en sauvant l'usine énergétique, on sauve les cellules contre la mort cellulaire. La sélégiline a un effet sur la transcription génique, c'est démontré dans certains articles. En fait, c'est ce que moi je cherchais. Je cherchais à savoir, la sélégiline, où est-ce qu'elle agit? Est-ce qu'elle agit réellement sur la génétique de façon directe ou indirecte? Elle agit sur la transcription génique, telle que dans cette citation ici, la déprényle, c'est la sélégiline, altère l'expression d'un nombre d'ARN messagers, donc ça ne peut se faire que de façon épigénétique, ou de protéines, dans les nerfs et dans les cellules gliales. Et cette expression se fait par transcription génique. De même, la sélégiline agit sur l'expression génique pour maintenir la fonction mitochondrienne. Donc tout ça est publié, c'est démontré, et tous ces effets sont indépendants de l'activité monoaminoxydase. Donc la sélégiline agit sur la transcription génique. Est-ce qu'elle agit en direct? Est-ce qu'il y a un récepteur à la sélégiline sur les promoteurs des gènes? Non, je ne pense pas. Elle agit sans doute probablement par une cascade de molécules, une cascade de réactions pour agir sur le promoteur des gènes. Donc la sélégiline, on a vu avant, c'était indiqué pour tous les états hyper, mais pour tous les problèmes de comportement, si vous la donnez avant l'adolescence, on a des guérisons possibles. J'en ai plus d'une centaine de cas de guérison de ces troubles comportementaux, de troubles obsessionnels compulsifs, d'agressivité, de peur chez des chiots, mais uniquement quand ils sont traités avant l'adolescence. L'âge de l'adolescence variant bien sûr d'un chien à l'autre, d'une race de chien à l'autre. Généralement, c'est les traitements qui sont commencés avant l'âge de 6 mois. C'est un médicament pour la démence sénile aussi, puisque ça a un effet neuroprotecteur, anti-apoptotique, antioxydant. C'est donc un médicament qui est recommandé en médecine humaine. Il est recommandé de le prendre dès l'âge de 30 ans pour faire de la prévention de la démence sénile. Donc chez le chien, il faudrait le commencer à l'âge de 3 ou 4 ans directement. Et donc, il y a un bon potentiel de vente de sélégiline. À commencer très tôt pour éviter que les chiens ne perdent des neurones et ne perdent des capacités cognitives. Chez le chien adulte, on voit peu d'effets de la sélégiline par rapport à d'autres médicaments. Bien sûr, il y a des effets sont visibles, mais par rapport à d'autres médicaments plus puissants,
comme fluvoxamine, fluoxétine, on aura moins d'effets visibles. Les dosages de sélégiline recommandés, c'est 0,5 mg par kilo. Moi, je monte à 1 mg par kilo pour avoir les effets épigénétiques. Les effets neurogéniques sont constatés en dessous de 0,5 mg par kilo. Début dose totale, fin, pas de sevrage, effet observable assez lentement, donc 4 à 12 semaines, pas d'effet indésirable à part le goût. Donc la sélégiline, pourquoi c'est possible que la sélégiline puisse guérir? Elle ne peut guérir avant l'adolescence et pas après, que parce qu'elle modifie le connectome. Et si elle modifie le connectome, c'est parce qu'elle modifie l'expression génétique. Donc, et elle modifie le connectome à longue durée. Mais ça veut dire aussi que toute modification du connectome à longue durée peut avoir des conséquences à très long terme. Ces conséquences à long terme, on les verra aussi avec les hormones sexuelles, les stéroïdes sexuels. Est-ce que d'autres psychotropes ont un effet sur l'épigénétique, un effet épigénétique? Est-ce que les inhibiteurs de recaptage de la sérotonine ont un effet épigénétique? Certains auteurs en parlent, et oui. La réponse est oui, mais pas spécialement avant l'adolescence ou après l'adolescence, sauf pour la fluoxétine comme on va voir. Donc il y a un effet sur la transcription génique, l'effet n'est non plus pas direct, mais probablement par une chaîne de réaction moléculaire, jusqu'à avoir un effet sur le promoteur d'un gène. La fluoxétine. La fluoxétine a un effet anti-inflammatoire par régulation épigénétique du facteur de croissance de BDNF, le facteur de croissance de Brain Derived Neurotrophic Factor. Il a des effets anti-inflammatoires, anti-apoptotiques et antioxydants. Elle diminue à long terme la liaison au transporteur de la sérotonine. Ok, les effets anti-inflammatoires, on pense de plus en plus maintenant que la dépression est une maladie inflammatoire, on la traite avec des anti-inflammatoires, on la traite avec la fluoxétine a des effets antidépresseurs, et probablement ces effets sont dus à son effet anti-inflammatoire et pas à ses effets inhibiteurs de recaptage de la sérotonine. Le point à retenir ici, c'est aussi des émissions à long terme de la liaison au transporteur de la sérotonine, c'est-à-dire qu'elle modifie à long terme pour toute la vie la sensibilité du récepteur à la sérotonine, du transporteur de la sérotonine. Et donc ça peut avoir des effets considérables. Si on fait un traitement à la fluoxétine dans le jeune âge, on pourrait peut-être bousiller le récepteur du transporteur à la sérotonine. Autres inhibiteurs de recaptage de la sérotonine qui ont des effets épigénétiques, le citalopram. Je ne vous en ai pas parlé dans le webinaire sur les psychotropes. Je vous en parle ici. C'est un médicament à ne jamais donner aux chiens parce qu'il amplifie l'agressivité de façon colossale. Dans tous les cas que j'ai traités au citalopram ou à l'escitalopram, les chiens deviennent extrêmement agressifs et dangereux. Donc à ne pas utiliser chez le chien. Mais le citalopram, lui, agit, et on a calculé le nombre de gènes, de promoteurs de gènes qui sont modifiés. Il y a 626 promoteurs de gènes qui sont modifiés, 272 qui sont hypométhylés, c'est-à-dire qui sont débloqués, et 354 qui sont hyperméthylés, c'est-à-dire qui sont bloqués. La fluvoxamine a aussi un effet, alors il n'y a pas un effet sur les promoteurs des gènes, mais on voit un effet sur les ARN messagers. Et donc s'il y a un effet sur l'ARN messager, c'est qu'il y a un effet sur le gène. Donc il doit y avoir un effet de transcription génique avec la fluvoxamine. On n'en sait pas beaucoup plus sur ces médicaments-là. Ils ont un effet épigénétique à court terme ou à long terme. Ils ont un effet anti-inflammatoire. Peut-être l'effet antidépresseur est lié à ça. Ils ont un effet anti-apoptotique. Donc ils maintiennent le connectome. Donc ça veut dire que ces médicaments sont bons pour le cerveau. Quand un cerveau est déficient en connectivité, ces médicaments sont bons, que ce soit sélégiline, fluoxétine, fluvoxamine. C'est bon pour le cerveau, ça redonne de la fonction cérébrale. On arrive alors à plus de 70% du cerveau qui fonctionne, ce qui permet une meilleure adaptation à tous les environnements. Avec question pour ces médicaments, est-ce qu'il y a un risque de traitement avant l'adolescence avec fluoxétine, fluvoxamine? Je ne sais pas. Je dirais restons prudents. Restons prudents à cause du transporteur de la sérotonine qui peut être moins sensible, ce qui fait que probablement plus tard, il y a moins de transport de la sérotonine qui se fait, et donc il y a peut-être un excès de sérotonine, ce qui n'est pas toujours idéal non plus. Au niveau des hormones à effet épigénétique, la lyothyronine, la T3, a un effet épigénétique. Les effets des hormones thyroïdiennes, c'est que la T4 est transformée en T3, la T3 va
rentrer dans les cellules, rentrer dans le noyau des cellules, se coller au promoteur d'un gène et commencer à débloquer une série de gènes. En fait, c'est probablement la molécule qui a le plus d'effets épigénétiques à court terme. Elle agit sur à peu près 2000 gènes sur les 22 000 gènes, c'est-à-dire à peu près 10% des gènes. Elle va débloquer 10% des gènes et réprimer seulement une centaine de gènes. Donc elle a des effets régulateurs, et les effets donc de la T3 se font par l'intermédiaire des protéines qui sont produites à partir des gènes qui ont été débloqués. La liothyronine a des effets sur le système nerveux, elle est neuroprotectrice, elle augmente la synaptogénèse, donc elle augmente tous ces contacts entre les neurones, elle augmente donc la quantité du connectome, elle améliore la myélinisation des axones, elle active le développement des axones, les dendrites et des corps cellulaires, elle augmente la vascularisation cérébrale, donc elle n'a que des effets positifs sur le fonctionnement cérébral. Elle active aussi un récepteur membranaire sur les mitochondries et donc elle active le métabolisme énergétique, comme vous savez. La T3, j'en ai parlé dans un autre webinaire, la T3 est un traitement essentiel dans les problèmes de comportement. Suivant les scientifiques vétérinaires américaines, Jean Dodds et Linda Aronson. Jean Dodds est spécialisée dans les analyses et Linda Aronson spécialisée en comportement. Elles ont fait une analyse sur des centaines de chiens et ont démontré qu'il y avait une corrélation entre hypothyroïdie et troubles du comportement dans 63% des cas. Moi, je n'ai pas retrouvé encore cette corrélation. Actuellement, j'en suis à peu près à 30% des problèmes, des troubles de comportement qui sont en corrélation avec l'hypothyroïdie et qui s'améliorent par traitement avec hormones thyroïdiennes. Dans les analyses de Dodds et Aronson, on a les agressions envers les humains, 62% liant l'hypothyroïdie, les crises neurologiques, plutôt crises d'épilepsie, mais aussi toutes les crises émotionnelles et les changements d'humeur imprévisibles, on est à 77%. Donc c'est la première indication pour les hormones thyroïdiennes, c'est les changements d'humeur et les crises émotionnelles. Peur et anxiété, 47%, et même l'hyperactivité, on est à 31%. Alors qu'on ne s'attend pas du tout dans l'image d'un chien hypothyroïdien de pouvoir être hyperactif. Donc les chiens hyperactifs et hyperréactifs, ne pas oublier aussi qu'il peut y avoir des formes d'hypothyroïdie paradoxales. Alors faut-il tester l'hypothyroïdie pour tous les problèmes de comportement ? Je penserais que ce serait quelque chose à suggérer. C'est quelque chose à suggérer, tester l'hypothyroïdie, mais quelle hypothyroïdie ? Et comment on va la tester ? Vous savez que la thyroïde va produire de la T4, de la T3. Chez le chien, on est à 80% de T4 et 20% de T3. Cette T4 va être transformée en T3 pour être efficace. La T4, c'est une hormone de stockage. La T3, c'est une hormone efficace. C'est la seule qui est efficace. Et donc, la déiodinase ou la déiodase va transformer T4 en T3. Et c'est dans le foie, mais dans plein de tissus de l'organisme. Et cette T3 va rentrer dans les cellules et dans le noyau et se coller au promoteur d'un gène. Mais pour fabriquer de la T4 et de la T3, il y a déjà des quantités. Il faut de l'iode, de la tyrosine, des vitamines A, E, toute la série des B, des vitamines B, du fer, du sélénium, du zinc, du manganèse, du molybdène. Donc l'hypothyroïdie primaire, on peut la tester. On peut la tester en vérifiant le taux de T4 total, T4 libre dans le sang, en vérifiant le taux de cholestérol, parce que le cholestérol augmente quand les hormones thyroïdiennes baissent. Mais ça ne nous donne pas une idée totale de la fonction thyroïdienne. La fonction thyroïdienne, il faudrait doser la T3. Donc on a des hypothyroïdies fonctionnelles. En fait, pour moi, elles devraient être dysfonctionnelles. Et là, il faut tester absolument la T3 totale, la T3 libre, la T3 reverse, le cortisol. Il faut tester aussi parce que pour que la T3 rentre dans les cellules et dans le noyau des cellules, il faut du cortisol et il faut de la vitamine D. Donc s'il manque de la T3, de la vitamine D et du cortisol, on va être en hypothyroïdie fonctionnelle. Il y a encore une pathologie qui est la non-thyroid illness ou le thyroid sick syndrome. C'est la pathologie où on ressemble à de l'hypothyroïdie, mais on n'a pas de maladie thyroïdienne. La thyroïde fonctionne bien, mais en même temps, tout le tableau clinique correspond à de l'hypothyroïdie. Et là, il y a des analyses possibles à faire. C'est par exemple le taux de GH après stimulation par la TRH.
Donc il y a plusieurs auteurs qui parlent de mesurer le taux de GH. Et c'est important d'aller mesurer le taux de GH parce que la thyroïde, elle est activée par l'hypophyse, par la TSH, mais aussi par la GH. Et donc la TSH n'a absolument aucun intérêt à être testée chez le chien puisqu'il faudrait combiner TSH et GH pour voir la stimulation thyroïdienne. Donc globalement, il y a énormément d'analyses à faire. Les analyses habituelles de T4-TSH ne sont absolument pas suffisantes pour aller déterminer si le chien souffre ou non d'une hypothyroïdie primaire ou fonctionnelle. Et donc, pour essayer de pallier à cette problématique, moi j'ai élaboré un questionnaire clinique, et puis élaboré des épreuves thérapeutiques. Le questionnaire clinique, c'est reprendre toute une série de symptômes qui ne sont pas pathognomoniques de l'hypothyroïdie, mais des symptômes que l'on retrouve en comportement et quelques symptômes organiques, tels que l'obésité chez le chien, qui est fréquemment liée à l'hypothyroïdie. Donc il y a une quinzaine de symptômes et j'ai mis ce questionnaire en ligne, là vous pouvez le retrouver, il est sur Google. Donc c'est un questionnaire qui permet déjà d'avoir une bonne idée si oui ou non le chien a une prédisposition à être hypothyroïdien. Et ce questionnaire, je l'ai validé, donc dès qu'il y a 5 réponses positives sur les 15 questions, dès qu'il y a 5 points, j'ai validé ça avec des analyses de sang des chiens avec T4 et T3. Et donc c'est validé. Le questionnaire lui-même pourrait déjà dire qu'il y a une forte suspicion d'hypothyroïdie et ça vaut peut-être la peine d'aller plus loin et de tester les hormones thyroïdiennes et l'effet psychotrope des hormones thyroïdiennes. Autre critère il faut regarder le chien, bien sûr. Même en comportement, on va aller voir le chien. Donc ce chien qui est un Boston Terrier, avec des suspicions, avec le questionnaire, avec suspicion d'avoir des problèmes d'hypothyroïdie. Il y a un problème ici de laxité des tendons, ce qui est fréquent dans l'hypothyroïdie. Et puis j'ai quand même mis le stéthoscope et ausculté le chien. Et ce chien était à 60 battements cardiaques par minute, ce qui est significatif d'une bradycardie qui est fréquente aussi dans l'hypothyroïdie. À partir de ce moment-là, ça vaut peut-être la peine de faire un test thérapeutique. Les analyses de sang, comment les lire ? En comportement, on n'a pas besoin d'une thyroïde normale, on a besoin d'une thyroïde optimale. Et donc, je vais dire avec Jean Dott qu'il faut suspecter une hypothyroïdie quand le chien est en dessous de la moyenne de la norme. Pas quand il est en dessous de la norme. En dessous de la norme, c'est vraiment pour les quelques cas rares qui sont dans l'analyse, je dirais, de normes statistiques. Chez le chien, en comportement, on devrait déjà être à 30% de chiens qui sont hypothyroïdiens, donc la norme devrait déjà basculer vers la droite. Mais je vais dire, on devrait être en dessous de la moyenne de la norme, on a une suspicion d'hypothyroïdie, primaire ou fonctionnelle. Alors, quelle que soit la norme qu'on utilise pour la T4 totale, la T4 libre, la T3 totale ou la T3 libre. Et encore, il faudrait vérifier en fonction de chaque chien, parce que les lévriers, par exemple, ont une thyroïde qui fonctionne plus lentement, je dirais, avec un taux d'hormones thyroïdiennes plus bas, et alors que les chiens de chasse ou les chiens de terrier ou les chiens de berger ont une thyroïde qui fonctionne avec un taux d'hormones beaucoup plus élevé. Et donc déjà, si vous prenez un border collie ou un malinois et qu'il a un taux d'hormones qui est dans la moyenne de la norme, il est déjà suspect d'être hypothyroïdien. Si par contre vous avez un lévrier qui est en dessous de la moyenne de la norme, ça ne veut pas encore dire qu'il est hypothyroïdien. Il faudrait qu'il soit dans le tiers inférieur de la norme pour avoir une suspicion d'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie est en fait fréquente avec d'autres dysendocrinies, puisque dès qu'il manque du cortisol, on est en hypothyroïdie fonctionnelle, donc en maladie d'Addison, on est en hypothyroïdie fonctionnelle, mais on se rend compte que l'excès de cortisol entraîne aussi une hypothyroïdie. Donc en maladie de Cushing, on est aussi en hypothyroïdie et les hormones sexuelles ont un effet sur la fonction thyroïdienne. Et donc dans le cas d'hypogonadisme, on est aussi avec une prédisposition pour l'hypothyroïdie. Et donc il faut y penser, lorsqu'on fait une castration de chien, lorsqu'on fait une ovariectomie de chienne, il faut penser que ça peut induire des états d'hypothyroïdie. Et c'est donc probablement d'ailleurs un des gros facteurs de déclenchement d'hypothyroïdie. Donc si on y va au traitement parce qu'on a confirmé l'hypothyroïdie ou parce qu'on a une suspicion d'hypothyroïdie, pour moi une suspicion suffit pour aller faire une épreuve thérapeutique. Et là vous connaissez les dosages. Si on a une hypothyroïdie primaire, la T4 peut suffire, 7 à 15 microgrammes par kilo matin et soir. Si on a une hypothyroïdie fonctionnelle, la T4 ne suffira pas puisqu'on n'a pas de transformation de T4 en T3, il faut absolument donner de la T3.
Et donc il faut donner un combiné T4, T3 ou donner juste de la T3. Le dosage de T3 est à 2 à 4 microgrammes par kilo 2 fois par jour. Et là, à partir de là, on peut déterminer si oui ou non le chien souffre d'hypothyroïdie fonctionnelle. Et on va voir une amélioration de la clinique en quelques semaines. J'ai vu des chiens changer, j'ai eu un chien agoraphobique, hypothyroïdien, et avec le traitement, l'agoraphobie a disparu en 24 heures. Je dis que ça peut être extrêmement rapide de voir des modifications comportementales avec les hormones thyroïdiennes. Alors, donner des hormones thyroïdiennes, c'est bien, mais pour qu'elle rentre, que l'hormone, la T3 rentre dans la cellule, il faut du cortisol, il faut de la vitamine D. Donc il faut vérifier le taux de vitamine D sanguin, il faut vérifier le taux de vitamine D nutritif, le chien ne peut pas la fabriquer lui-même, il en a besoin dans sa nutrition. Si besoin, il faut rajouter de la vitamine D. Et donc dans les tests thérapeutiques, je rajoute toujours de la vitamine D pour être sûr que la T3 rentre dans les cellules. Et donc la vitamine D, c'est minimum, c'est 50 unités par kilo par jour. Vérifier le taux de cortisol, si on est en hypocortisolémie, il faut rajouter du cortisol, donc rajouter de l'hydrocortisone, plutôt que de la prénisolone, rajouter l'hormone la plus proche de l'hormone naturelle. Rajouter souvent du zinc, ça permet de faciliter la transformation T4 en T3. Et le zinc est à la dose de 0,5 à 1 mg par kilo par jour. S'il vous plaît, ne mettez pas du sulfate de zinc, mettez d'autres formes de zinc, du glycinate, du bisglycinate. Et toutes les autres formes de zinc, mais pas du sulfate qui est plutôt toxique par rapport aux autres formes, aux autres sels de zinc. Donc ça vaut la peine d'aller tester la fonction thyroïdienne et d'aller faire un test thérapeutique. Et actuellement, 30% des chiens avec des problèmes de comportement sont suspects d'hypothyroïdie et 80% de ces chiens, donc 24% de la totalité des chiens, s'améliorent. Rien qu'avec les hormones thyroïdiennes, indépendamment des autres médicaments psychotropes. Les stéroïdes sexuels ont aussi un effet épigénétique comme la T3. Ils ont aussi des récepteurs sur les promoteurs des gènes par une séquence et pas sur le stéroïde sexuel comme la testostérone qui a un récepteur sur le promoteur des gènes. C'est un combiné testostérone plus récepteur qui va avoir un effet sur le promoteur des gènes. Les stéroïdes sexuels sont fabriqués à la demande, ils ne sont pas stockés. Et il y a une balance dans tous ces stéroïdes sexuels qu'il faut avoir, balance qui est disruptée, je vais dire, par la stérilisation, par la gonadectomie. Donc il faut un certain taux de testostérone, d'hydrotestostérone, d'androstendione, d'androstendiol, d'œstriol, d'œstradiol. Il faut un certain taux de tous ces hormones devraient être bien ajustés au niveau sanguin pour pouvoir avoir des effets corrects de ces hormones sexuelles sur la génétique, sur l'épigénétique et aussi sur l'épigénétique de la thyroïde. Les hormones sexuelles, les stéroïdes sexuels ont un effet colossal sur la fonction thyroïdienne. Qu'est-ce qu'on a comme pathologie, je dirais, liée aux stéroïdes sexuels ? La dysphorie du chien mâle, c'est-à-dire les mauvaises humeurs du chien mâle, parce qu'il a trop d'hormones, trop de testostérone ou pas assez de testostérone, ou que s'il n'a pas assez de testostérone, il la transforme en dihydrotestostérone qui est toxique pour lui. Donc il y a des mauvaises humeurs chez les mâles, chez les chiens mâles, le matin, le soir, et c'est souvent lié à un taux d'hormones excessif. La perte d'appétit, l'hyporexie du chien mâle adolescent, il y a des chiens qui à l'adolescence arrêtent de manger quasiment, où ils mangent juste de quoi survivre, et c'est aussi lié au taux de testostérone. Le chien mâle en présence d'une chienne en œstrus, en chaleur, eh bien aussi, il y a les pertes d'appétit qui peuvent atteindre les 7 jours. Les chiennes en œstrus, entre chiennes en œstrus, il y a des modifications comportementales de type hyper. Elles vont rentrer soit en flirt, soit en agression avec les autres chiennes, en chaleur ou pas d'ailleurs. Et ces agressions entre chiennes en chaleur, c'est des agressions extrêmement violentes qui peuvent se déclencher au moment des chaleurs et rester le reste de la vie du chien. Donc c'est vraiment lié à la testostérone et aux œstradiols qui sont produits en moment des chaleurs. Il y a des chiens qui font de l'agression sexuelle, c'est aussi lié à un taux d'hormones excessif ou à une sensibilité des récepteurs, que ce soit les récepteurs génétiques, aux hormones sexuelles. La gonadectomie, donc la castration et l'ovariectomie, vont entraîner des changements à long terme chez les chiens. Les chiens castrés, le chien mâle castré, est souvent harcelé sexuellement par les chiens mâles intacts. La gonadectomie va aggraver la plupart des problèmes de comportement.
Je vais en reparler dans un autre webinaire parce que c'est important. La gonadectomie va réduire les comportements sexuels chez 35% des chiens mâles, mais donc ça veut dire qu'elle ne touche pas à 65% des autres chiens. Et il y a une aggravation du risque de cancer et des troubles ostéo-articulaires. Alors les troubles ostéo-articulaires, c'est surtout par gonadectomie avant l'adolescence. Et donc ça, c'est des effets à très long terme. Et ces effets à long terme sont très probablement liés à l'effet épigénétique. Donc pour tous les problèmes d'hypersexualité, marquage urinaire, dysphorie du chien mâle, perte d'appétit, etc., le traitement, vous les connaissez, la cyprotérone, l'acétate de cyprotérone, 5 mg par kilo par jour la première semaine, et on divise la dose par 2 chaque semaine successive, en faisant des cures de maximum 6 semaines, parce que c'est un médicament qui est relativement toxique à terme, à long terme. À très long terme, il peut donner des méningiomes bénins qui régressent à l'arrêt du traitement, mais quand même, donc ça ne vaut pas la peine d'aller donner des traitements de très long terme, et ça, c'est des traitements de plusieurs années à ne pas faire. La desloréline, vous connaissez, en implant. Donc, traitement de l'hyposexualité, faut-il le traiter, puisque l'hyposexualité, manque d'hormones sexuelles, manque de la bonne balance des hormones sexuelles, vont entraîner énormément de problèmes de comportement et de problèmes hormonaux hauts, tels que les problèmes thyroïdiens. Après castration du chien, après gonadectomie, faut-il redonner des hormones sexuelles au chien? C'est la question que je me pose maintenant et que je commence à expérimenter, surtout sur les chiens qui sont castrés précocement, pour éviter tous les problèmes ostéo-articulaires, les problèmes de cancer et l'aggravation des problèmes de comportement qui se passent par la gonadectomie. Donc voilà, stéroïdes sexuels, j'en reparlerai. Gonadectomie, j'en reparlerai parce que c'est un sujet fondamental aujourd'hui. Donc en conclusion, oui. En conclusion, il y a des médicaments psychotropes qui ont des effets épigénétiques. Voilà là sur l'image, une substance qui vient bloquer, qui vient méthyler en fait un promoteur d'un gène. Et donc il y a des effets épigénétiques à court terme, toutes les hormones agissent à court terme, mais certaines hormones qui manquent, ou dont la balance hormonale qui n'est pas adéquate avant l'adolescence peut entraîner des effets à très long terme. L'acétylcholine, les inhibiteurs de recaptage de la sérotonine ont aussi des effets épigénétiques. Et l'acétylcholine, je vous demande de garder en mémoire l'acétylcholine et de faire des traitements précoces avec l'acétylcholine parce que vous allez pouvoir guérir des chiens. Et donc guérir des chiens de troubles de comportement, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Les guérir, ça veut dire leur donner des années de vie de bien-être et donner à leur propriétaire des années de bien-être avec le chien. Alors, ne traînez pas pour traiter avec l'acétylcholine. Les chiens que j'ai traités de façon le plus précoce, de façon expérimentale, je dirais, c'est dès l'âge de 8 semaines, avec des effets remarquables. L'acétylcholine, vous pouvez le donner très 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 tôt. Donc si on vous parle d'un problème de comportement, n'hésitez pas, quel que soit le problème de comportement, à mettre le chien sous acétylcholine le plus tôt possible, et surtout avant l'adolescence. Dès qu'on fait des traitements pendant l'adolescence, le taux de guérison diminue. Après l'adolescence, le nombre de guérisons atteint 0. Avec ces psychotropes, tels que les inhibiteurs de recaptage de la sérotonine, traités avant l'adolescence, on pourrait faire des dégâts épigénétiques à long terme aussi. Donc il y a des dégâts qu'on peut faire à tout âge, ou du bien-être qu'on peut apporter à tout âge, et des dégâts qu'on peut faire avant l'adolescence. Les bien-être et les bienfaits et les méfaits réalisés avant l'adolescence peuvent persister à vie.